de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Elle est la doyenne des avocats du Cameroun et une redoutable défenseur des droits des homosexuels qui demeurent bafoués dans son pays. Maître Alice Nkom a fondé la première association pour venir à leur défense et continue de se battre contre la discrimination à l'encontre des personnes d'ascendance africaine. Elle est notre invitée du jour. On vous voit deux garçons qui se tiennent par la main, hop, la police vous rafle et vous emmène au tribunal et vous êtes sûr d'être condamné parce que dans le code pénal du Cameroun, il y a un délit à l'article 347 bis de l'époque qui s'appelle homosexualité. Des créatrices d'entreprises accompagnées par des entrepreneuses expérimentées, l'idée séduit de plus en plus les jeunes femmes qui veulent monter leur affaire en Guinée. Je peux leur prodiguer des conseils et je suis prête à les recevoir pour leur coacher, pour leur donner des conseils pour réussir comme moi. Apprendre un métier d'homme et voir ses perspectives d'emploi décuplées. C'est ce que commencent à faire ces Congolaises et avec succès. J'ai toujours rêvé de faire un métier des hommes. Malgré les gens ont parlé, les gens m'ont dit que non, c'est pas bien pour toi, mais moi, je suis restée moi. J'ai fait ce que je voulais faire. Le mentorat des entrepreneuses par des pairs plus expérimentés est un concept en pleine expansion sur le continent. Exemple en Guinée, où de plus en plus de femmes se lancent dans la création d'entreprises. Une solidarité féminine permet aux plus expérimentés d'accompagner les novices. Et cet accompagnement facilite souvent l'insertion des jeunes entrepreneuses. C'est un reportage de Sayon Kourouma. Savoir à quel moment tu dois être dans le foyer. Dans cette cour, en haute banlieue de Conakry, retrouvailles entre femmes entrepreneuses. Une causerie rare sur l'entrepreneuriat féminin. Forte de ses 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, Sarah Keta, gérante de la coopérative Amijor pour l'autonomisation des femmes, explique le béaba de l'entrepreneuriat à ces jeunes dames. Comment établir un business plan solide, comment se doter d'un bon réseau professionnel, l'accès au financement, le management, le cadre juridique des entreprises sont au cœur des échanges. On ne peut pas avoir des opportunités avec l'État, avec les institutions, si on n'est pas organisé à l'interne, si on ne respecte pas les normes administratives. Il faut qu'on se mette en règle, qu'on paye les fiscalités, qu'on s'enregistre officiellement, qu'on soit formalisé. Celles qui ne sont pas formalisées, je les ai dit de venir, je peux les aider à se formaliser. Un. De deux, je peux leur prodiguer des conseils et je suis prête à les recevoir pour leur coacher, pour leur donner des conseils pour réussir comme moi. Le but de cette rencontre avec une cinquantaine de femmes vise à créer un réseau. Mettre en relation des entrepreneuses, mais aussi les former, les éduquer au marché, à la finance, pour qu'elles puissent s'en sortir. Bonjour. 5 mois plus tard, nous retrouvons Aïe, l'une des participantes à ces échanges. La jeune entrepreneuse de 29 ans est en train de réussir dans la décoration et l'agrobusiness grâce aux orientations reçues de ses pairs. Et demain, votre heure de rendez-vous, c'est pour quelle heure? 7 heures. Nous jeunes, on compte révolutionner le développement en Guinée. Et sur 5 ans, on se projette dans la sous-région. On va essayer de conquérir la sous-région avec des produits purement made in Guinée et dire que ce n'est pas seulement les multinationales qui peuvent venir et nous prendre notre place en Guinée. On a déjà une commande à livrer pour ce soir. Avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 700 € par mois, soit 10 fois plus que le SMIC guinéen, la jeune gérante est en train de se frayer un chemin grâce à ces réseaux d'entrepreneuses. Aujourd'hui, il y a un réseautage qui s'est formé. Et là, je me dis que ce n'est pas un travail d'une année, mais c'est tout un processus. Et je vais m'atteler à travailler plus, à ne pas me dire que j'ai atteint l'excellence ou tout ce qu'il faut, mais c'est de me dire que déjà j'ai fait un pas en avance. Et un jour, je serai fière de dire aux gens que oui, j'ai réussi parce que j'ai travaillé. Il faut être persévérante pour réussir dans l'environnement entrepreneurial en Guinée. Plusieurs réseaux de femmes se créent ainsi dans le pays.
Réunis sous forme de business angel féminine, ils utilisent des conseillers expérimentés, des mentors, des coachs pour accompagner les nouvelles entrepreneuses. Comme dans cette salle où plus de 500 femmes se retrouvent pour former le nouveau réseau d'entrepreneuses et de leadership. À sa tête, une des plus expérimentées en entrepreneuriat dans le pays, Mariama Satinassi, PDG du groupe Mondial Tour. Avec plus de 25 ans de carrière, c'est cette ancienne ministre présente dans le tourisme, le football et l'agro-industrie qui pilote ce club de femmes, un club qui veut donner des ailes aux jeunes pousses. Les femmes doivent avoir beaucoup plus de courage et croire en elles. Elles ont peur, elles se disent que non, ça ne marchera pas. Donc si nous sommes ensemble comme ça, cette solidarité des femmes va donner le courage à celles qui n'en ont pas. Donc je parle de solidarité. Et aujourd'hui, il y a des institutions de microfinance, il y a des fonds qui existent, il y a vraiment une panoplie de choses qui existent et qui peuvent aider à développer ce que nous faisons. C'est à nous, c'est aux femmes de s'organiser ensemble, de réfléchir ensemble, afin de pousser le maximum de femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le SADEN, Salon des entrepreneurs de Guinée, s'inscrit également dans cette dynamique. Un autre espace qui assure la formation d'une élite économique émergente. La structure a accompagné depuis 3 ans maintenant 12 000 entrepreneurs. Objectif, bâtir des entreprises durables et gagnantes. La vice-présidente du projet se nomme Salima Toussako. La trentenaire est l'une des icônes de la promotion féminine en Guinée. Son initiative se veut un cadre de promotion et d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin. Le SADEN se veut vraiment être un instrument qui accompagne pour qu'aujourd'hui ces entreprises qui se créent puissent être des champions locaux, des champions nationaux, des champions de demain. Et pour cela, il faut investir dans la formation, il faut investir dans le renforcement de capacités. Et c'est ce que nous essayons de faire avec les nombreux partenaires qui nous soutiennent et qui nous accompagnent. Aujourd'hui, il est peut-être possible de dire que l'entrepreneur féminin connaît ses heures de gloire en Guinée. On encourage les femmes à prendre le devant, créer leurs entreprises et être autonomes. Un engouement aujourd'hui important car les chiffres récents indiquent que 300 000 PME appartenant aux femmes sont enregistrées en Guinée. Je vous le disais en titre, Maître Alice Senkom est une femme déterminée, témoin de l'abandon de la défense des homosexuels dans les audiences des tribunaux correctionnels au Cameroun. Cette avocate a décidé d'agir et aujourd'hui, elle assume un nouveau rôle au Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine. Elle a confié ses espoirs à notre correspondant au Cameroun, Aboubakar Mounchili. Maître Alice Senkom, bonjour. Le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies vous a nommé cette année expert du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine. De quoi s'agit-il et comment comptez-vous aborder cette mission? J'aborde cette question avec beaucoup d'enthousiasme. Pour moi, c'est une excellente reconnaissance qui me permet aujourd'hui d'aider non pas seulement les LGBT du Cameroun ou d'Afrique, où ils souffrent, mais également toute la descendance africaine, puisqu'il s'agit de discrimination. Il s'agira pour nous d'apporter notre expertise, notre savoir-faire sur la manière dont on entend permettre à l'ONU d'améliorer sur le travail et les programmes qu'il assure, la sécurité, les moyens, le bien-être et des personnes d'ascendance africaine qui souffrent d'énormes discriminations dans le monde. Souvenez-vous de l'affaire de George Floyd, qui est une des, et de ce qui se passe aujourd'hui à l'Ukraine, quand il s'agit d'évacuer les personnes en danger du fait de la guerre russo-ukrainienne. Vous savez très bien quel est le sort qui a été réservé aux autres réfugiés qui avaient la couleur de peau noire. Et ce n'est pas fini. Donc c'est toutes ces choses-là sur lesquelles les Nations Unies veulent se pencher pour apporter une amélioration, pour qu'on leur fasse des recommandations, qu'on leur dise un petit peu ce qu'il faut faire pour améliorer ce secteur de discrimination insupportable des personnes d'ascendance africaine. Vous vous êtes fait connaître par votre défense des droits LGBT.
comment s'est imposé à vous le choix d'aider la communauté homosexuelle? Ce choix s'est imposé parce que j'ai assisté à des audiences du tribunal correctionnel où j'ai vu comme délit l'homosexualité. Et je voyais de pauvres jeunes gens, surtout, arriver à l'audience, enchaînés, où on leur reprochait des gestes homosexuels. Ces gestes étaient des gestes naturels. C'est-à-dire, on vous voit deux garçons qui se tiennent par la main, hop, la police vous rafle et vous amène au tribunal, et vous êtes sûr d'être condamné parce que dans le code pénal du Cameroun, il y a un délit à l'article 347 bis de l'époque qui s'appelle homosexualité. Et donc, on vous arrêtait, plus personne, vous n'aviez personne pour vous défendre. Je n'ai jamais vu un avocat se lever pour défendre ces personnes-là. Et ça m'a interpellé terriblement. Et par la suite, du fait de certaines rencontres que j'ai faites de jeunes gens, j'ai décidé que c'est laissé pour compte du droit, de la loi, de la société, du législateur, des politiciens. C'est laissé pour compte simplement de la citoyenneté. Il faudrait bien que quelqu'un s'en occupe. Et je considérais que c'était une hypocrisie insupportable parce que c'était des gens d'un milieu de cartésiens et que c'était les seuls qui auraient subir les foudres de la loi. J'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose. Vous avez fondé en 2003 la DPO, première association pour la défense des droits des homosexuels. Presque 20 ans après, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les homosexuels craignent toujours de joindre une association de défense de leurs droits? Beaucoup de choses ont changé. Bien sûr, ce n'est pas très, très visible. Mais imaginez qu'il y a 20 ans, j'ai pu faire passer et légaliser à la préfecture une association que j'ai nommée exprès Association pour la défense de l'homosexualité. Quand on sait que le préfet a le pouvoir, de par la loi, de refuser de légaliser une association qui est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public, et que, en plus de ça, cette association va défendre ce qui est interdit et pénalisé et puni, réprimé dans le code pénal, vous comprenez, c'était quelque chose d'important. Mais je l'ai fait exprès, pourquoi? Parce que justement, je ne voulais pas me cacher. Et je voulais avoir l'occasion d'expliquer à tout le monde que cet article du code pénal qui pénalise les homosexuels est totalement illégal. Totalement. Parce que les lois du Cameroun, ce n'est pas seulement la loi qui est votée par l'Assemblée nationale, mais il y a surtout la loi internationale, le droit international, selon le principe de la hiérarchie des normes, qui est un principe constitutionnel prévu à l'article 45 de notre Constitution et qui veut que la Constitution du Cameroun ne viole jamais les principes généraux qui ont été consacrés par la loi internationale, qui est la loi du président de la République, article 43 de la Constitution, qui dit que les conventions internationales, la loi internationale en général, c'est la loi qui est négociée, signée par le président de la République. Donc quand il prête serment, c'est lui, c'est le préfet qui est son représentant ici, c'est lui, c'est la continuation de cet engagement du président de la République que le préfet continue sur le terrain. Or, on a bien vu que sur le terrain, ce n'est pas du tout ça. Alors j'ai dû avoir l'occasion d'expliquer texte en main à monsieur le préfet pourquoi il fallait qu'il défende les homosexuels, pourquoi il fallait qu'il légalise cette association. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne voulais pas commencer ce combat en me cachant, en ajoutant à l'hypocrisie générale des gens qui sont homos, mais qui, parce qu'ils sont bien placés, ne seront jamais poursuivis. Je ne voulais pas ça. J'ai dit, je vais m'occuper des droits des homosexuels comme étant des droits universels, des droits de l'homme, comme tous les autres. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Au Congo, les femmes commencent à se rebeller contre les stéréotypes qui limitent leur développement socio-économique. C'est ainsi qu'à Pointe-Noire, une jeune femme a décidé d'apprendre à conduire des grues.
un métier largement perçu comme étant l'apanage des hommes. Mais Grace Rolandi n'a pas mis longtemps à s'illustrer au sein de sa formation par son aisance et son charisme. Notre journaliste Jean-David Miamlé l'a suivi lors d'une séance pratique. Regardez. Difficile de passer inaperçu au milieu de tous ces garçons. Grace Rolandi est l'identité remarquable de la vingtaine d'étudiants de l'Institut de formation Raoul F, assignés à une science pratique de manipulation des grues dans la zone industrielle de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. La motivation a visiblement pris le pas sur les préjugés. Nullement ébranlée par un environnement défavorable, Grace a suivi le choix de son cœur. Ouais, en fait, j'ai toujours rêvé faire un métier des hommes. Malgré les gens ont parlé, les gens m'ont dit que non, c'est pas bien pour toi, mais moi, je suis restée moi. J'ai fait ce que je voulais faire et moi, personnellement, je pense que quand une femme fait un métier des hommes, il est beaucoup plus sollicité. Mais comment est-ce que cette jeune dame issue du quartier populaire de Makayabou se sent-elle au milieu de tous ces hommes? Regrette-t-elle son choix? J'aime ça. J'aime faire un métier là où tu es remarquable en fait. Et si je faisais par exemple le secrétariat, les gens ne vont m'ignorer. D'après moi, personnellement, je pense que les gens vont m'ignorer. Mais quand je fais un métier tel que ça, moi je pense que tu as de la valeur en fait. Visiblement, Grace Rolandi se sent épanouie dans cette formation d'opératrice de grue. De son aveu, l'entourage familial et l'ambiance à l'école l'aident à surmonter les préjugés sociaux. Oui, la formation, elle est simple, elle est bonne. C'est vraiment bien. Mon entourage, eux, ils attendaient parce qu'une fille puisse faire ça. Et dès que je suis arrivée, ils étaient très contents. Ils m'ont même nommé chef de classe. À la maison, maman était très fière de moi parce qu'elle a appris que sa fille a choisi un tel métier. Et dans le quartier, j'aime pas trop exposer ce que je fais dans le quartier. L'Institut de formation Raoul F a déjà enregistré 12 sessions de formation en 6 mois chacune. Depuis l'ouverture en 2016, 7 femmes ont déjà été formées et d'après Cristali Bitezo, sa camarade fait exception. Elle s'arrange à être parmi les brillantes de la classe déjà, bien qu'il y a beaucoup des hommes qui font partie de la formation, mais elle n'est pas dépaysée, en tout cas, elle s'applique très bien. C'est même un exemple à suivre pour la majorité des filles qui essaient un peu de se sentir hors de la société. En tout cas, grâce à une modèle. À l'Institut supérieur d'orientation et de formation professionnelle Raoul F, l'exemple de Grace Rolandi et d'autres dames qui l'ont précédée dans la formation est un motif de satisfaction. Les préjugés tombent et la cause de la femme s'améliore. Contrairement au mythe, hier, on pensait que c'était le travail réservé aux hommes. Mais aujourd'hui, nous avons vu dans d'autres cieux, notamment en Europe et autres, on voit l'implication de la femme aussi dans l'outil que hier on pensait que c'était réservé aux hommes. Et nous avons par expérience déjà plus de 7 filles, disons 7 femmes, qui sont passées chez nous à apprendre et par là, elles ont démontré qu'elles pouvaient bien faire autant que les hommes. À Pointe-Noire, le promoteur de cet institut de formation peut déjà, à partir de son établissement, apprécier les petits mais précieux pas de l'émancipation de la femme au Congo. La femme aujourd'hui prend un peu la responsabilité de participer aux différents métiers que les hommes, qui hier c'était un tabou, c'est un mythe qu'elles sont en train de briser. Parce que hier, c'était difficile de voir, très difficile de voir des femmes en train de faire certains métiers que les hommes font. Mais actuellement, en tout cas, elles sont en train de défier ces métiers-là par rapport aux efforts qu'elles sont en train de fournir. Autant le dire, la connaissance, c'est le pouvoir. La formation professionnelle brise les mythes des métiers dédiés spécifiquement aux hommes. De quoi changer progressivement la donne dans un pays majoritairement féminin où l'on se marie souvent très jeune, sans grande chance d'apprendre un métier.
Nous retrouvons Maître Alice Nkom qui nous parle de sa formation et livre ses conseils à la jeune génération d'avocates africaines. Écoutons-la. Maître Alice Nkom, vous êtes la première femme avocate du Cameroun. Comment en êtes-vous arrivée là? Je suis arrivée là parce que j'ai épousé un homme, M. Pokosi Doumbé, pour ne pas le nommer, paix à son âme, il a disparu aujourd'hui, qui a trouvé en moi ses qualités humaines. Je n'aimais pas l'injustice, je n'aimais pas qu'on se fasse souffrir les êtres humains, j'ai toujours... Et donc il m'a suggéré avec beaucoup de subtilité de devenir avocat, alors que dans ma tête, je voulais être médecin. C'est pour ça que j'ai suivi la filière scientifique jusqu'au bac. Et donc, c'est lui qui a voulu que je traduise dans la réalité quotidienne, professionnelle, ce penchant que j'avais de toujours défendre la veuve et l'orphelin, de défendre la personne qui souffre, de dire non aux souffrances qu'on aime et à l'injustice que je voyais autour de moi. C'est lui. Je lui dois ça et aujourd'hui, je ne cesse de l'en remercier parce qu'effectivement, je me sens profondément avocate. Je me sens profondément humaniste. Je me sens profondément défenseur des droits de l'homme. Et je suis très bien dans ma peau de défenseur des minorités, et notamment les minorités sexuelles. Vous êtes parti étudier le droit en France au début des années 60. Quels souvenirs en gardez-vous? D'excellents souvenirs d'une jeune fille qui découvre le monde, qui découvre Paris, la France, etc. Mais surtout, ce que j'ai retenu là-bas, j'ai découvert l'Afrique à travers la Fédération des étudiants de l'Afrique noire de France. Ça s'appelait la FEANF, où j'ai connu des Gabonais, enfin tout le monde, et également le sens de l'engagement pour la défense de la patrie et de l'Afrique. C'était formidable. Donc j'ai fait mes études à Toulouse, et à Toulouse j'ai rencontré une colonie d'Africains et avec lesquels je me sentais complètement en sécurité familiale, hein, et qui nous ont appris la mission qu'on était allé faire en France, c'est-à-dire travailler, faire des études, être parmi les meilleurs. Et c'est ce qu'on a fait. Et le retour au Cameroun, cela a dû être difficile de s'imposer dans un métier d'avocat encore majoritairement masculin. Quelles ont été vos premières affaires? Non seulement masculin, mais étranger. Il n'y avait pas beaucoup d'avocats noirs. Mais j'ai abordé mes études d'avocat, mon métier d'avocat, avec beaucoup d'assurance. Parce qu'avant de l'aborder, je m'étais lancé des défis. Et je sais comment on relève un défi. Le défi, on le relève en travaillant beaucoup, en ayant une éthique, que personne ne doit vous prendre en défaut dans votre comportement personnel et dans le comportement professionnel. Moi, je peux vous dire que quand j'allais plaider, et là où j'ai fait mes premiers pas, on m'envoyait plaider en matière correctionnelle. Au correctionnel, vous êtes corps à corps, comme un boxeur. Vous n'avez même pas de chemise, rien. Votre visage est à découvert. Et bien c'est ça la correctionnelle. C'est-à-dire tout ce qui est vol, tout ce qui est vol, crime, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors que le droit civil, le droit social, le tribunal du travail, vous rédigez, vous déposez. Mais on m'a envoyé faire de la correctionnelle. Parce que tous les patrons, tous les propriétaires de cabinets, en général, ils n'aiment pas aller perdre leur temps au tribunal, hein. Ils envoient les stagiaires ou les jeunes avocats pour qu'ils aillent faire leur dent là-bas. Donc j'ai commencé comme ça. Donc c'était le défi. Je passais toutes mes nuits à potasser mes dossiers, à regarder les procès-verbaux, essayer de savoir comment je vais parler, parce que j'avais ce défi. Je devais évoluer positivement dans un environnement typiquement masculin et étranger, majoritairement étranger. Quel combat estimez-vous avoir gagné et quels sont ceux que vous voudriez encore livrer? Le combat pour ce que je fais est un combat éternel. Je ne le terminerai jamais. Le mérite que je peux avoir, si je peux me permettre de parler ainsi, en toute modestie, c'est de l'avoir commencé. Et de voir qu'aujourd'hui, j'étais la seule femme avocate en 1968. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 avocats au barreau, dont plus de la moitié est féminin. Ce sont des combats. Ce sont des gains, des victoires.
mais elles sont petites par rapport à l'objectif que je me suis fixé, qui est celui d'obtenir moi-même la dépénalisation de l'homosexualité dans mon pays, qui est le Cameroun. Parce que toutes les lois qui sont là, étagées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plaident pour qu'il n'y ait jamais de loi pénalisant qui on est. C'est comme si on vous pénalisait dans un pays parce que vous êtes noir. Vous ne pouvez rien contre la peau noire. Vous ne pouvez rien contre l'orientation sexuelle qui est la vôtre. Avec ce que vous avez appris, quel conseil donnerez-vous aujourd'hui à une jeune avocate africaine? Une jeune avocate africaine qui choisit ce métier-là, c'est déjà bravo pour le courage. Parce qu'on ne choisit pas cette profession si on n'a pas beaucoup de courage, et les femmes africaines en ont. Donc ce courage doit les conduire à être les meilleurs avocats au monde. Ça veut dire quoi? Il y a juste quelques conditions d'éthique. Elles doivent être impeccables dans le respect de l'éthique, de la déontologie et surtout, être proche des intérêts qu'on leur a confiés, être à la fois l'avocate, mais aussi l'écoute, c'est important. Être experte en matière de connaissance du droit qui sera appliqué à son client, se donner à fond pour que le client ait toujours la certitude qu'il n'est pas seul et que face à l'adversité, face à la rudesse de la loi, face à la rigueur d'un juge, il n'est pas seul et que son avocat fera tout pour que le droit ou la loi, qui est avant tout protectrice des droits des hommes, elle est d'abord protectrice avant d'être pénalisante pour les gens, qu'elle sache que tout a été fait pour que ce soit la loi protectrice qui l'emporte sur la décision du juge. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview d'Alice Incom ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.